Bon, le restaurant prétend un peu être une ambassade de la haute gastronomie française à Madrid, puisqu'on est à peu près le seul, ou même carrément le seul. Je m'appelle Pierre Couturier, je suis français, j'habite à Madrid depuis 36 ans. J'ai travaillé dans le domaine des études pendant très longtemps. Depuis 2 ans, je suis dans la restauration. Je suis le propriétaire et l'administrateur unique de la société La Raison Gourmande SL, et nous gérons le restaurant Allégorie, qui est un restaurant de haute cuisine française moderne à Madrid. Alors maintenant, tu vois, il y a une boîte à côté de toi. Oui. Et tu vas prendre avec ta main gauche toujours un objet à l'intérieur. Le premier. D'accord. Face à la forte rotation du personnel en hôtellerie-restauration, comment faites-vous pour garder votre équipe motivée? Pour nous, le secret, c'est que le personnel apprend beaucoup dans notre restaurant. Dans beaucoup de restaurants, le personnel de cuisine, par exemple, est affecté à une seule chose. Donc, par exemple, au bar, ils ne font que du bar pendant 6 mois ou pendant 1 an. Donc ils finissent par s'ennuyer, c'est pas très motivant pour eux. Chez nous, quelqu'un qui est affecté, par exemple, aux plats principaux, fait toutes sortes de plats principaux, apprend des choses. En plus, on est une petite équipe, donc les gens s'entraident, et celui qui est aux plats principaux peut à un moment donné aider pour le montage des plats de l'entrée. Par conséquent, ils apprennent beaucoup. Aussi pour le personnel de salle, travailler dans un restaurant, disons de haut de gamme, c'est autre chose que travailler dans un restaurant de hamburgers. Et donc, ils apprennent comment on fait le traitement du client dans une ambiance un petit peu plus feutrée, et ça leur plaît beaucoup. Puis bon, une motivation, c'est de les payer correctement, évidemment. En quoi votre expérience dans le B2B vous aide-t-elle dans votre activité actuelle? Ce qui m'aide, en fait, c'est pas tellement une expérience spécifiquement dans le B2B, c'est une expérience de cadre, de gestion, de management. Qu'on vende des clous, des patates ou de la restauration, il faut manager une équipe, il faut gérer, il faut négocier avec des fournisseurs, et tout ça, c'est un peu la même chose. Alors, il y a des spécificités dans la restauration, mais finalement, c'est assez facile, surtout quand on a une équipe qui vous entoure et qui, elle, connaît la restauration. C'est assez facile de s'adapter. Donc, quel que soit le secteur, il y a beaucoup de similitudes dans ce qu'il faut faire, c'est-à-dire l'équipe à manager, il y a des problèmes à résoudre, il y a des indications à donner. La négociation avec les fournisseurs, que ce soit pour une boîte de B2B ou pour un restaurant, ça reste un peu de la négociation. La gestion, ça reste de la gestion, et il faut tenir sa comptabilité propre. Il faut payer les fournisseurs à temps. Il faut dialoguer avec le cabinet comptable. Tout ça, c'est pareil. En ce qui concerne les fournisseurs, nous partageons le travail avec mon chef, et c'est lui qui s'occupe des fournisseurs de l'alimentation. Nous travaillons avec deux maraîchers, un au sud de Madrid, un autre au nord de Madrid, et avec beaucoup d'autres fournisseurs. Par exemple, il y a un fournisseur spécialisé en petites herbes, et puis des fournisseurs qui fournissent tout ce qui est plus courant, qui sont normalement des produits. Ça peut être des produits frais, ça peut être aussi des produits qui ne sont pas frais, qui sont empaquetés. Le chef voit aussi le fournisseur de viande, le boucher, c'est lui qui voit le poissonnier. Moi, les fournisseurs avec lesquels je suis en contact, ce sont les fournisseurs de vin. Donc, pour les contacter, c'est souvent plutôt eux qui me contactent. Au départ, on en a sélectionné 3. On a fait des dégustations avec eux. Quand ils ont des nouveaux vins, ils me les proposent.
Donc j'ai actuellement une dizaine de fournisseurs de vin. J'en ai 3 ou 4 principaux et puis j'en ai d'autres qui m'apportent 1 ou 2 références et c'est très agréable d'être en contact avec les fournisseurs de vin parce qu'on fait des dégustations et puis on parle d'un produit noble. J'ai aussi plutôt le contact avec des fournisseurs que j'ai amenés moi, par exemple le fournisseur de cabillaud ou de morue comme on veut le dire, du guide Michelin est aussi notre fournisseur pour ce produit. Et ce sont eux qui nous ont contactés suite à notre inclusion dans le guide Michelin. J'ai aussi un ami qui vend du caviar, c'est notre fournisseur de caviar et c'est à lui que je passe les commandes et avec qui j'ai négocié les prix. Donc j'ai un prix d'ami évidemment. Pareil pour notre fournisseur de champagne, enfin notre fournisseur principal de champagne, c'est aussi un ami personnel qui importe du champagne depuis assez longtemps. Et donc le contact est très fluide et très facile. C'est du vin français ou du vin espagnol? Alors, nous avons du vin français, du vin espagnol et un petit peu de vin italien, sud-africain, californien. Mais, ce que les clients commandent, c'est essentiellement du vin français. C'est 3/4 de vin français, 1/4 de vin espagnol. Parce que nous sommes un restaurant de haute gastronomie française à Madrid et par conséquent, les gens qui viennent manger chez nous veulent un repas gastronomique français et ils veulent l'accompagner le plus souvent avec un vin français. La boîte est un peu grande. Pardon. Dans un marché aussi concurrentiel, comment parvenez-vous à sortir du lot? Alors c'est vrai qu'il y a, si on en croit TripAdvisor, il y a près de 13 000 restaurants à Madrid, donc il y a beaucoup de concurrence, mais on n'est pas tous dans la même niche, disons. Moi, je n'ai rien à voir avec les crêperies, ni avec tous les vendeurs de hamburgers. Nous, on est vraiment dans une niche où je dirais qu'on est les seuls, parce on pourrait dire qu'il y a une niche restaurant français, mais restaurant français de haute gastronomie moderne, à Madrid actuellement, je connais que le nôtre. Donc, comment on fait pour se distinguer? On est vraiment dans cette niche et on n'intéresse bien sûr qu'une toute petite partie de la population, c'est-à-dire quelques Français. Les Français, c'est 17% de notre public et surtout les Espagnols qui ont envie soit qui connaissent déjà la gastronomie française et qui ont envie de la revivre ici à Madrid sans avoir à se déplacer en France, soit qui ont envie de la découvrir. Et donc la difficulté, comme on est sur une niche et qu'on ne concerne qu'une petite partie de la population, c'est d'atteindre cette partie-là de la population. Si on communique et qu'on atteint que des mangeurs de hamburgers ou de ce qu'on appelle de chiens chauds, comment dit-on, de hot dog, ça ne nous intéresse pas. Donc petit à petit, on y arrive. Et on a des gens qui apprécient beaucoup notre restaurant et qui reviennent surtout, ce qui est très important. Et qui font du bouche à oreille également. Tu parles aussi des canaux de marketing ou de communication que tu utilises, newsletter. D'accord. Donc pour atteindre ce segment qui nous intéresse, on dispose de moyens relativement modestes, mais enfin qu'on utilise à fond. Donc on a une liste de clients, 1200 clients, auxquels j'envoie régulièrement des mailings. Donc ça, c'est pour les informer quand il y a des événements, quand il y a des nouveautés. On utilise Instagram, on utilisera bientôt TikTok également. Nous communiquons aussi sur LinkedIn, qui est un moyen plus restreint mais plus ciblé. Sur LinkedIn, on a des cadres, on a des gens qui ont des bons moyens économiques, qui sont plus habitués aux genres de cuisine que nous offrons et qui donc sont plus susceptibles de venir chez nous. Et puis surtout, nous avons aussi beaucoup de relations presse. Nous avons eu beaucoup d'articles dans près de 70 journaux, des interviews à la radio, quelques passages de télévision sur des plateformes et nous continuons dans ce domaine en essayant constamment d'offrir de la nouveauté. Par exemple, là, récemment, nous avons beaucoup communiqué sur le chef et sur sa formation auprès de très grands chefs français. Et prochainement, nous allons communiquer sur notre maraîcher du nord de Madrid, qui est un excellent maraîcher. Nous allons amener des journalistes sur le terrain avec nous pour voir comment poussent les légumes que nous offrons au restaurant. Et avec des influenceurs aussi? Alors, nous avons aussi des influenceurs qui viennent chez nous. Nous essayons maintenant de choisir des influenceurs qui aussi écrivent par ailleurs, qui font un travail sérieux. Nous avons des influenceurs qui faisaient juste une story en mangeant, sans rien dire de très important ni de très particulier. Et ça, je pense que ce n'est pas ce qu'il nous faut pour notre niche.
C'est pareil, je considère qu'il y a des influenceurs qui sont plutôt pour des mangeurs de hamburgers, et c'est la majorité. Et nous recherchons des influenceurs qui vont plutôt toucher le secteur de personnes capables d'apprécier un repas un peu cher, mais très bon et très élaboré, de cuisine française moderne, gastronomique. Et du coup, tu dis que la vraie différence, c'est l'expérience client, du coup? Avec, Alors oui, ce qui nous apporte aussi beaucoup de monde, c'est les clients satisfaits. D'une part, qui en parlent autour d'eux, donc nous avons beaucoup de gens qui viennent par recommandation. Et puis, les gens laissent des commentaires sur Google et sur TripAdvisor. Et nous avons la note de 4,9 sur 5 dans les deux côtés. Et nous avons de très bons commentaires. Les gens louent beaucoup la cuisine et aussi le service. On a un service qui, pour Madrid, est très, disons très distingué, qui est très 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 fin, qui est fait par des jeunes femmes qui sont élégantes, qui expliquent très bien les plats, qui sont souriantes, qui sont attentives aux clients sans le presser. Et ça, c'est extrêmement apprécié par la clientèle. Alors ça, c'est le porte-carte de notre restaurant. Et la question, comment vous êtes-vous retrouvé à la tête d'un restaurant après 35 ans dans le B2B international? Alors, c'est vrai que professionnellement, j'ai jamais été dans la restauration jusqu'à il y a 2 ans, disons. Et j'étais dans les études, donc avec un groupe en particulier qui s'appelle GfK, qui est un grand groupe allemand d'études de marché et similaires. Mais par contre, j'ai toujours été intéressé par la cuisine, par la restauration. Je suis lyonnais, donc à Lyon, on a beaucoup de gens qui mangent bien et qui font bien la cuisine. Dans ma famille, c'était le cas. J'ai un groupe d'amis qui va tous les mois au restaurant, et puis je suis vice-président d'une association qui s'appelle Union des Français de l'étranger, et dans laquelle, entre autres choses, j'organise des banquets, donc le dîner de Noël, le dîner de gala et d'autres dîners tout au cours de l'année. Et donc, avec mon groupe d'amis qui s'appelle Les Bons Vivants, nous sommes allés une fois dans un nouveau restaurant français qui s'appelait Allégorie. Alors, il faut dire que j'avais déjà cuisiné pour mes amis et qu'ils savaient que j'étais fine gueule, disons. Et beaucoup me disaient, il faut que tu ouvres un restaurant, il faut que tu ouvres un restaurant. Moi, j'avais pas du tout envie d'être à la cuisine, disons de 10 heures du matin à minuit. Donc, j'avais pas vraiment envie d'ouvrir un restaurant qui soit un restaurant quelconque avec un cuisinier quelconque. En allant goûter le menu d'Allégorie, qui était à l'époque dans une petite rue, on a trouvé un excellent menu d'un excellent cuisinier. Et donc, on a beaucoup apprécié. Nous avons beaucoup parlé avec le chef après le repas. Et puis moi, je suis resté après mes amis pour encore parler avec le chef. On a vraiment eu un bon contact. Avec mon club qui s'appelle UFE, Union des Français de l'étranger, je lui ai organisé un dîner pour 40 personnes dans son petit restaurant. Et à la fin de ce dîner, qui a été un succès, je lui ai dit, et c'était en avril ça, je lui ai dit en septembre, je compte sur toi pour le pot de rentrée de l'association. Et c'est là qu'il m'a dit, en septembre, je n'existerai plus, j'ai trop peu de clients. Et donc ça ne m'a pas plu parce que j'avais envie de continuer à manger dans ce restaurant. Et puis, comme on me disait depuis tout le temps, il faut que tu ouvres un restaurant, et que j'en avais un peu assez de mon ancienne activité que je faisais depuis 35 ans, j'ai vu une opportunité un peu de terminer ma carrière en faisant quelque chose qui me plaisait plus, en aidant Romain Lascalides, qui est mon chef et mon associé, à se développer, et en gardant le restaurant un peu pour moi et puis pour tout le monde. Le restaurant prétend un peu être une ambassade de la haute gastronomie française à Madrid, puisqu'on est à peu près le seul, ou même carrément le seul. Et donc, sachant que le restaurant allait fermer, on a discuté. Il y a eu des choses que Romain a dû faire pour fermer sa première étape. Et puis, à partir du mois de juin, on a commencé à parler des conditions dans lesquelles on pourrait collaborer. Et finalement, j'ai pris 80% des parts de la société. On s'est mis en branle pour trouver un nouveau local parce que le premier n'allait pas vraiment. Au mois de juillet, on a trouvé tout début août le local qui nous allait et que je connaissais déjà.
parce que j'y avais fait des banquets et des concours de cuisine quand c'était un autre restaurant qui s'appelait l'Atelier Belge. Et donc, je connaissais déjà bien ce local et j'étais très content de le retrouver. Le chef était très content du local et surtout de la cuisine qui est extrêmement bien équipée. De la salle qui est jolie, avec un bar en bas qui permet de faire du bar en plus de la restauration. Et donc, on a pris ce local. Il y avait des problèmes entre celui qui nous passait le pas de porte et le propriétaire. Le temps qu'ils se mettent d'accord, on a pu signer fin octobre. On a fait très peu de travaux pour commencer très vite parce qu'on ruait dans les brancards. Et le 22 novembre 2023, on a ouvert le restaurant, donc ça fait à peu près 1 an et demi maintenant. Du coup, c'était le chef d'Allégorie qui travaille avec toi maintenant? Alors, voilà, le chef d'Allégorie avait une société qui s'appelle La Raison Gourmande. C'est une société unipersonnelle. Il était donc propriétaire de la société à 100%. Et ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris 80% des parts et que lui a abandonné sa créance sur la société puisqu'il avait injecté de l'argent à lui. Mais évidemment, je ne pouvais pas assumer cette dette. Donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Donc, maintenant, c'est toujours le chef. Il a 20% des parts. Donc, évidemment, c'est très important pour nous parce que tout tourne autour du chef. La cuisine est très particulière. Si c'est un autre chef, ce sera un restaurant totalement différent. C'est le chef et sa cuisine qui sont vraiment essentiels. Il y a d'autres choses très importantes. Mais lui, il est central dans le restaurant. Alors ça, c'est une serviette de notre restaurant, pliée en rose, qui doit impulser les changements opérationnels, les managers ou les équipes sur le terrain. Bien, je dirais que chez nous, c'est surtout le management moyen, disons. C'est pas la serveuse de base. C'est pas forcément moi non plus, parce que moi, en fait, je ne suis dans le restaurant que sporadiquement. Je travaille beaucoup en dehors du restaurant. Donc, c'est plutôt les gens qui travaillent au restaurant, qui savent ce qu'il faut changer, qui ont des idées. Quand c'est pas très important, ils les appliquent directement. Si c'est un peu plus important, ils m'en parlent et normalement, j'approuve parce que ce sont de bonnes idées. Donc, c'est essentiellement le chef et la chef de salle qui impulsent les changements opérationnels, plus que moi. Tu disais des exemples de changements qui peuvent se faire, le changement de pain, le mobilier, la présentation. D'accord. Donc, par exemple, j'ai dans la main une serviette qui est pliée en rose. Avant, c'était des rouleaux. C'était pas très beau. Ça, c'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus attrayant. Ça, c'est une décision de la chef de salle qui allait voir comment on pouvait plier des assiettes de façon originale sur Internet et qui l'a fait appliquer à son personnel. On avait un pain qui était bien, mais sans plus. Le second de cuisine, donc là, a été impliqué pour le coup. Connaissait un fournisseur bien meilleur. Il a été goûté, il a été approuvé et il a été pris. C'est maintenant ce pain-là que nous utilisons. Et donc, nous avons changé récemment les supports des couverts. Ils étaient trop étroits. On a pris quelque chose de plus large qui évoque une branche d'arbre et ça marche beaucoup mieux. C'est beaucoup plus confortable pour les clients et pour le personnel parce que faire tenir parfois une fourchette, un couteau et une cuillère sur quelque chose qui est trop étroit, c'est pas évident. Voilà, donc ce sont des petites touches, hein, c'est pas des choses très importantes. Par exemple, on a à un moment donné, on a changé un petit peu les illuminations des tables. On a des lumières qui viennent d'en haut, mais on avait d'autres qui étaient des espèces de lampes d'architecte. Ça, on l'a démonté. Et puis il y avait les fils qui dépassaient. Bon, la chef de salle a acheté des petits miroirs pour cacher ça. On a pris la décision de mettre une plante sur chaque table. C'est la chef de salle qui a trouvé le fournisseur, qui s'en est occupé. On met aussi une bougie sur chaque table. Tout ça, ça vient vraiment de la salle, ces idées-là. Donc après, on me dit, tiens, est-ce qu'on peut acheter des plantes? Je demande combien ça coûte et si ça va, je dis oui, parce que tout ça, ce sont de bonnes idées. Et la zone bar aussi, vous avez choix du mobilier décidé ensemble? Alors, nous avons une zone bar pour l'instant qui ne fonctionne pas assez bien dans notre restaurant. Et nous voulons, depuis la rue, qu'elle soit beaucoup plus attrayante et puis qu'elle soit adaptée pour servir des cocktails et pour servir des rations, ce qu'on appelle des rations en Espagne, c'est-à-dire des choses qu'on va partager. Et par conséquent, on a vu avec une architecte de l'intérieur comment on pourrait faire. Et les réunions se sont faites entre moi,
le chef de cuisine, mon associé Romain Lascalides, et la chef de salle, Marie Badereau de Saint-Martin, qui a très bon goût, qui nous a été très utile dans ce processus. Et donc, on a vu à la fois comment on allait à nouveau agencer la salle. En particulier, on avait un bar très, très grand qu'on va couper et qu'on va faire reculer au fond de la salle. Ça va nous permettre de mettre des tables basses, des poufs, des banquettes et d'avoir quelque chose de beaucoup plus cosy. On va aussi réformer la façade. Et donc, le choix des matériaux, les discussions de où est-ce qu'on mettait là de la céramique, est-ce qu'on mettait du papier peint, quelle céramique, tout ça, c'est décidé entre 3 personnes. Donc, chef de cuisine, chef de salle et moi. Je casse la vaisselle. Alors voici un verre de notre restaurant, un verre à pied pour le vin. Comment changer d'adresse et de personnel tout en gardant l'esprit du restaurant? Donc, en fait, on a amélioré l'esprit du restaurant en changeant d'adresse. Comme j'ai dit auparavant, le chef avait seul une société qui avait un restaurant. Ce restaurant était de type andalou, alors que lui fait de la cuisine française moderne, donc ça ne collait pas. Il avait peu de personnel, il n'avait pas assez de personnel qualifié, il était dans une toute petite rue, il n'avait pas le temps de faire assez de communication, ni de moyens pour le faire. Et donc, c'est ce qui a conduit au fait qu'il était sur le point de fermer, parce que les gens qui sortaient du restaurant étaient extrêmement satisfaits, mais il n'y avait pas assez de gens qui rentraient. Et donc, quand on a repris ensemble le projet, il était essentiel de changer d'adresse et d'avoir un restaurant beaucoup plus un local, disons, beaucoup plus représentatif de la cuisine. Donc maintenant, on a un local que les journalistes identifient comme très parisien. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'en fait, on a fait très peu de choses. Quand on est arrivé, on a mis quelques tableaux, quelques plantes, quelques bougies. Mais l'ambiance est telle que ça rappelle la France aux Espagnols. Et donc ça, c'est très bien, puisqu'on sommes un restaurant français. Mais nous n'aspirons pas tellement à être reconnus comme un restaurant français. On aspire à être reconnu comme un restaurant de haute gastronomie, point. Mais quoi qu'on fasse, on est un restaurant français et même un restaurant parisien. Alors que ni le chef ni moi ne sommes parisiens. Par contre, il y a des membres de l'équipe qui le sont. Ça, c'est vrai. Et donc, le changement de local nous a permis d'avoir un local beaucoup plus adapté à la cuisine très élaborée du chef et au service, comme je l'ai dit auparavant, élégant et attentif aux clients. Et donc, une ambiance beaucoup plus feutrée. Nous avons des tables très espacées, ce qui devient très, très rare, même en Espagne. Les clients apprécient ça beaucoup. Et en Espagne, il faut savoir que normalement, dans les restaurants, les gens parlent très fort. Et chez nous, miraculeusement, les gens parlent bas. Ils parlent bas parce que l'ambiance est feutrée, parce que les tables sont espacées, parce qu'ils ne sont pas dérangés par la discussion des autres clients. Et donc tout ça, ça fait une ambiance qui est beaucoup plus adaptée à ce qu'est le restaurant. Voici une assiette de base du restaurant. Comment s'y prendre pour recruter des profils spécialisés en gastronomie française dans un marché étranger? Alors, ce n'est pas facile du tout. Donc, la question du chef est résolue, puisque c'est l'un des associés, enfin, c'est mon associé unique. Ensuite, il se trouve que le chef, dans sa première étape, travaillait avec un pâtissier parisien, mais qui est aussi cuisinier, qui est franco-espagnol, mais qui est beaucoup plus français qu'espagnol. Ça lui plaisait de faire de la haute gastronomie française en Espagne, de la faire connaître. Et donc ça, c'est une deuxième façon que nous avons eue de trouver quelqu'un qui est capable de faire de la cuisine française. Et ensuite, ça s'arrête là, finalement. On n'a pas trouvé de spécialiste de la gastronomie française. Par contre, on a trouvé une très bonne pâtissière. Et donc, le modèle de pâtisserie, je pense, dans le monde entier, c'est la pâtisserie française. Et donc, elle connaissait ça assez bien. Donc, c'est pas elle qui élabore les desserts, mais c'est elle qui les reproduit à chaque repas et elle le fait très, très bien. Donc ça nous a permis de résoudre la partie dessert, parce que le pâtissier est passé en seconde cuisine. Et c'était un peu limité pour lui de faire la pâtisserie. Et ensuite, il nous fallait une personne de plus au restaurant pour s'occuper des entrées
Et on a trouvé un très bon jeune espagnol d'origine équatorienne qui, lui, ne connaissait pas spécifiquement la cuisine française, mais qui avait les bases pour apprendre. Lui a appris de très grands chefs français qui ont des dizaines d'étoiles entre les deux. C'est Yannick Aleno qui a 17 étoiles au total et Arnaud Noquel qui en a 10. Il a travaillé avec eux coude à coude pendant 10 ans. Il a été leur sous-chef. Donc il a appris beaucoup de choses et il transmet ça à son équipe. Alors, notre équipe de cuisine est donc composée du chef, d'une personne qui a signé aux entrées, qui est un jeune cuisinier, du sous-chef qui est assigné au plat chaud et de la pâtissière qui évidemment est assignée au dessert. Pour les aider, nous cherchons à avoir des stagiaires. Donc en cuisine, normalement, nous sommes au total 6 personnes. Là, nous allons avoir un stagiaire de cordon bleu, ce qui est bien parce que ce sont des gens qui ont une bonne formation. Donc les stagiaires ne font pas le dressage des plats, ça c'est les cuisiniers qui le font. Par contre, ils aident beaucoup pour la préparation, ça c'est essentiel. Et ils apprennent également en observant. Donc c'est vraiment de l'apprentissage. Ils apprennent en regardant les cuisiniers faire et avec quelques conseils. Ça leur est utile. Ils nous sont utiles pour les préparations et nous en sommes très satisfaits. Donc pour le recrutement, nous avons recruté, comme j'ai dit auparavant, des gens par connaissance. Par exemple, la chef de salle, moi je la connaissais parce qu'elle travaillait dans un autre restaurant français qui a fermé depuis et j'avais vu qu'elle se débrouillait très bien. Donc quand nous avons ouvert le restaurant, même avant de l'ouvrir, j'ai appelé le propriétaire de ce restaurant français qui avait fermé mais qui continuait à avoir une activité, disons, pour fournir des bars et des restaurants à Madrid. Je lui ai demandé: «Donne-moi les coordonnées de Madrid, j'aimerais qu'elle vienne travailler avec nous». Et c'est comme ça que nous avons pu la contacter, qu'elle a été intéressée par reprendre une activité dans la gastronomie, et qu'elle est venue travailler avec nous. Pour le reste du personnel, donc j'ai parlé du fait que le second de cuisine était déjà connu de Romain, mon associé. Pour le reste, nous travaillons avec des plateformes spécialisées dans le recrutement de personnel, de cuisine et de restaurants en général, donc de cuisine, de salle, etc. Et donc, il faut interviewer les personnes et ça, ce sont les gens qui vont travailler avec eux qui s'occupent de les interviewer, de voir s'ils font l'affaire. Et ensuite, bon, évidemment, les gens travaillent dans le restaurant, ils sont en période d'essai et moi, je peux voir si ça fonctionne. Mais c'est surtout les gens qui sont sur place qui le savent et qui savent si les gens apprennent, si les gens sont efficaces, s'ils ont de l'initiative, etc. Donc toute cette partie est déléguée.